Sortie de secours. Et on part aux États-Unis à présent, on part retrouver William. Bonjour William. Salut Fabien. Où est-ce que tu te trouves exactement ? Je me retrouve à New Rochelle, qui est une ville juste au-dessus du Bronx. Le Bronx est une des 5 communes de New York City. Donc je suis à peu près à 1h15 en transport en commun du bas de Manhattan. Et tu fais quoi là-bas ? Alors je travaille pour American Express. Je suis aux États-Unis depuis 14 ans maintenant. Je suis venu en expatrié, puis je suis resté. Alors comme en Europe, vous êtes confinés bien évidemment, ça se passe comment, notamment l'organisation en termes de travail ? On attaque notre 6e semaine de confinement, donc on travaille tous à distance. Donc la boîte, c'est à peu près à 55 000 personnes dans le monde et à peu près la moitié aux États-Unis. Et la boîte est complètement virtuelle maintenant. Il n'y a plus personne dans les bureaux. Au début, il y avait une tentative de roulement. Une fois sur deux, une semaine sur deux, on devait aller au boulot et puis ça a changé en 2-3 jours parce que tout s'est précipité. En fait, personne n'était organisé, personne n'était prêt. Il y avait quelques procédures qui venaient de la crise de H1N1 il y a quelques années qu'ils ont essayé de réutiliser, mais en fait, ils ont mis à jour les procédures d'urgence au fur et à mesure. C'était un peu, je dirais pas que c'était la panique, mais c'était les événements se précipitaient très très vite. Donc là, on est tous à la maison et on communique tous par vidéo, par téléphone. Et après un temps d'adaptation, ça se passe plutôt pas trop mal, comparé à d'autres personnes qui ne peuvent plus aller travailler parce que leur établissement est complètement fermé et il faut qu'ils aient une présence physique. On est plutôt chanceux de ce côté-là. Et comment s'est organisée justement cette bascule sur le travail à distance ? Tu m'expliquais que, en fait, même aux États-Unis, il y a des gens qui n'étaient pas équipés avec une ligne internet à la maison. Alors, c'était la grosse découverte. C'est-à-dire que toutes les grosses boîtes ont des plans, ils appellent ça business continuity. Ça veut dire que s'il y a une catastrophe, quelle qu'elle soit, tu dois pouvoir travailler de chez toi. Donc, tu as un accès privé sur ta ligne internet au serveur de la boîte, tu peux communiquer avec des messageries. Et ce que sinon, on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, toute une génération, probablement les plus jeunes générations qui ont commencé dans le monde du travail, ils n'utilisent que leur téléphone. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ligne fixe, ils n'ont pas de ligne internet chez eux. Et quand il a fallu travailler d'une façon permanente chez eux, ils ont dû commander en catastrophe des connexions Internet parce que le téléphone, l'ordinateur connecté au téléphone pour travailler 7 heures par jour, 8 heures par jour, 10 heures par jour, ça marchait pas du tout, quoi. Donc ça a été une stupéfaction. On peut penser qu'au XXIe siècle, tout le monde est connecté par Internet de chez soi. En fait, c'est pas vrai, quoi. Quelle est l'ambiance qui règne dans la ville ? Alors toi, j'imagine que tu as juste une simple vue sur le quartier où tu te trouves, mais tu as eu l'occasion, j'imagine, d'avoir au téléphone des amis ou des collègues de travail qui t'ont un petit peu expliqué ce qui se passait autour de chez eux ? Alors c'est très varié, je dirais. Il y a les gens qui ont suffisamment d'espace, qui ont les moyens pour supporter le confinement. Alors Manhattan, même si tu as les moyens, tu as une chambre à 2 chambres maximum, quoi. Il faut vraiment être millionnaire pour avoir 5 ou 6 chambres, ou même 3 chambres, quoi. Donc c'est difficile quand il y a des enfants, mais c'est supportable dans le sens où tu as ton salaire qui tombe, etc., quoi. Tu peux manger, tu peux vivre. Le gros problème, c'est les gens qui vivent de petits boulots, quoi. Et aux États-Unis, en particulier à New York, la vie est tellement chère que les gens ont plusieurs boulots pour pouvoir vivre. Alors quand tous tes boulots s'arrêtent en même temps parce que tu étais serveur, tu étais livreur, tu travaillais dans un magasin, et ben t'as plus d'argent, quoi. Et là, ici, tu es payé tous les 15 jours et vraiment, l'argent que tu as, c'est pour vivre, quoi. Tu ne fais pas forcément des économies. Il faut que tu payes ton collège, il faut que tu payes ta santé, il faut que tu te déplaces, il faut que tu manges. Et jusqu'à 30-40 ans, ces gens-là ne font pas d'économies. Donc quand l'argent n'arrive plus, c'est un vrai problème. En quelques semaines, il y a eu 22 millions de gens qui sont enregistrés au chômage. Et t'as pas d'aide, quoi. En fait, ta dette, t'as 600 $, 700 $. Le gouvernement fédéral va un peu aider jusqu'à 800 $. Mais t'as ça pour vivre dans une des villes les plus chères du monde, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un problème. Alors, il y a des organisations caritatives qui nourrissent les gens. Et puis, le problème aussi, c'est que les gens qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de se soigner attendent le dernier moment pour aller à l'hôpital. C'est pour ça que les taux de décès sont très importants, parce qu'ils sont diabétiques, ils ont de l'hypertension, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Ils arrivent à l'hôpital au dernier moment. Alors maintenant, le gouvernement fédéral va payer les soins
pour tout le monde, pour tous les malades. Mais les gens hésitent, quoi. Ouais. Personne sait. Il y avait un témoignage qui disait que la dernière question d'une personne avant de se faire intuber, qui va payer pour ça, quoi. Donc, ils en sont là, quoi. Et les populations minoritaires type noir, latino, c'est les plus touchés parce que c'est des questions de moyens, quoi. Ce sont des gens qui hésitent à aller à l'hôpital s'ils sont malades. Ouais. Exactement. Et c'est des gens qui, d'habitude, se soignent soi-même, quoi, eux-mêmes. Pas les moyens chez le médecin. La visite du médecin, ça peut être entre 600 et 700 $, quoi. Et comment ont été perçues les dernières déclarations de Trump ? Alors, faut vraiment être ici pour comprendre comment ça se passe, quoi. Ici, il y a à peu près 2 groupes. Il y a le groupe des supporters de Trump, et il y a le groupe de ceux qui pensent que c'est quelqu'un qui comprend pas la vie et qui a pas d'empathie pour les gens et qui est complètement déconnecté de la réalité. Et les supporters de Trump, en fait, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, c'est comme un gourou, quoi. Ils vont le supporter, ils vont le suivre, quoi. Et donc c'est très clivant, en fait. Donc ceux qui ne l'aiment pas vont crier que c'est un gars qui est dangereux, qui raconte n'importe quoi, il parle comme il pense, il se fie pas aux avis des scientifiques, etc. Et ceux qui le supportent, ils disent non, mais il blaguait, etc. Oui, il parle un peu trop, mais c'est un bon leader, etc. Donc c'est très difficile pour les gens, en fait, d'avoir des informations fiables, parce que d'un côté, il y a le gouvernement fédéral qui est très concentré sur les élections qui arrivent, donc ils veulent que l'économie réouvre, que les messages soient positifs, etc. Et de l'autre côté, il y a toutes les agences fédérales qui dépendent du gouvernement, d'ailleurs, c'est assez intéressant, qui disent attention, ne prenez pas n'importe quel médicament, ne vous injectez pas de désinfectant, etc., quoi. C'est très bizarre comme atmosphère et tu sais pas trop à qui tu te fies si t'as pas de bon sens, quoi. Et toi, ce qui se passe en ce moment, à titre personnel, tu le vis comment ? Tu te sens dans quel état d'esprit ? Une fois de plus, moi je suis dans une maison, j'ai de la place, donc on est privilégié. Alors 6 semaines, ça commence quand même un peu à faire long. J'ai un de mes enfants qui est bloqué au Canada, qui fait ses études au Canada. La frontière est fermée. Ça veut dire que lui, il finit son année fin avril, c'est beaucoup plus tôt en Amérique du Nord qu'en Europe. Et on peut pas le récupérer, quoi. On peut pas le récupérer. Et puis, tout peut très vite changer au niveau de l'immigration, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette semaine, le président Trump a décidé que si tu étais en attente de carte verte, on n'allait pas te la donner. Pour réserver le boulot pour les Américains. Donc la frontière est fermée, il peut décider que si tu as un visa et que tu es à l'extérieur du pays, même tu peux plus rentrer. Enfin, c'est très très fluide, c'est très très... ça commence à devenir un peu inquiétant, quoi, parce que tu sais, c'est dur de faire des plans et de savoir quand est-ce que... se déplacer, pas encore trop le problème, mais quand est-ce que tu peux mettre les gens que tu aimes en sécurité, leur porter assistance, etc., quoi. Donc bon, après, une fois de plus, quand tout le monde est en bonne santé, que tu as un toit, tu peux manger, donc t'es pas malade surtout, bah ça va, quoi. Tu peux attendre, quoi. Mais comme tout le monde, tout ce qui est un avenir incertain, c'est pas forcément rassurant, quoi. Et toi, l'avenir, justement, tu le vois comment à titre personnel ? Est-ce que tu penses que la crise qu'on vit en ce moment va amener des grands changements, que ce soit sur le plan positif ou négatif ? Tu le vois comment, l'avenir ? C'est dur à dire, en fait. Je pense que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, on ne pourra pas retourner à la vie qu'on a connue. Que ce soit dans les interactions sociales, que ce soit dans le business. Il y a plein de... Enfin, les projections, en tout cas pour nous, c'est le deuxième trimestre va être catastrophique, quoi. Là, en fait, il y avait janvier-février qui étaient des bons mois aux États-Unis. Mars, ça a commencé à plonger. Avril, ça a complètement plongé. Mais mai et juin, ça va être une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a plein de business qui vont fermer, plein de gens qui vont complètement perdre leur boulot. Et le moteur de l'économie va avoir du mal à repartir, quoi. Donc, c'est dur de faire des plans. Ma boîte, par exemple, a confirmé qu'ils ne vireraient personne en 2020, mais je suis sûr qu'en 2021, ils vont virer des gens, quoi, parce que tu peux pas faire tourner à la boîte si tu as des gens que tu peux pas faire bosser, quoi. C'est clair. Donc, c'est très, très incertain.
Et bon, les gens pensent d'abord à leur santé, comment ils vont se faire soigner, comment ils vont payer pour les soins s'ils sont malades. Parce qu'en fait, même ceux qui n'ont pas le coronavirus ne vont plus dans les hôpitaux. Donc si tu es cardiaque, si tu es diabétique, si tu as de l'hypertension et que tu dois te faire soigner, tu as tellement peur d'aller à l'hôpital que tu vas pas. Ouais. Donc il va y avoir une deuxième vague de gens qui vont être malades parce qu'ils n'ont pas été soignés à temps, parce qu'ils vont plus voir leur médecin, ils vont plus à l'hôpital, quoi. Donc il y aura ça aussi à gérer derrière. Et voilà, alors c'est vraiment différent ici. Il n'y a pas de toutes les couvertures sociales, l'aide du gouvernement, etc. Le gouvernement, pour aider les gens, il envoie des chèques. Ouais. Donc il y a des chèques qui sont arrivés, mais le chèque, c'est pour payer ton crédit, c'est pour payer tout ce que tu as en suspens. Ça ne va pas t'aider à manger ou t'aider à vivre. Donc oui, il y a une grosse inquiétude par rapport à ça, quoi. Donc, pour répondre à ta question, j'ai pas. C'est vraiment semaine par semaine. On essaie de faire tourner la boîte, de vivre et de se projeter. C'est très difficile, très difficile. Toi, personnellement, tu as la nationalité française ou américaine ? J'ai les deux nationalités maintenant. J'ai les deux nationalités parce que je veux être libre de faire mes choix, de où je voulais aller. Quand tu es français, c'est pas un problème de prendre la nationalité américaine parce que tu gardes ton passeport français. Et il y a d'autres nationalités où on te demande de rendre ton autre passeport, en fait. D'accord. Donc pour moi, c'est pas une contrainte. Et puis je peux décider d'aller en Europe si je suis très content de comment ça se passe ici et vice versa, quoi. Donc j'ai beaucoup de flexibilité par rapport à ça. Enfin, il faut encore qu'il y ait des avions pour y aller. Oui, c'est encore autre chose. Merci beaucoup, William, pour ton témoignage, en tout cas. Merci, je t'en prie, Fabien, c'était un plaisir. Sortie de secours.